Pour le jeune scientifique du Bureau suisse des inventions techniques, rien ne peut excéder la vitesse de la lumière. Et la vision newtonienne de la gravité, vieille de 2 siècles et demi, était donc fausse. Si Newton se trompe, pourquoi les planètes ne tombent-elles pas? Car n'oubliez pas que le triomphe des équations de Newton vient du besoin de comprendre les planètes et les étoiles, et d'expliquer en particulier pourquoi les planètes sont en orbite. Or, les équations de Newton permettaient de calculer leur trajectoire. Einstein devait donc résoudre ce dilemme. À l'approche de la trentaine, Einstein doit imaginer une image de l'univers dans laquelle la gravité n'excède pas la limite de vitesse cosmique. Tout en continuant à étudier des brevets le jour, il se lance dans une quête solitaire pour résoudre ce mystère. Et après près de 10 années d'intense remue-ménage, il trouve enfin la réponse dans un nouveau genre d'unification. Einstein a fini par envisager les 3 dimensions de l'espace et la dimension unique du temps comme liées dans un même tissu d'espace-temps. Il espérait que cette compréhension de la géométrie de ce tissu quadridimensionnel d'espace-temps lui permettrait de parler tout simplement d'objets évoluant le long des surfaces de cet espace-temps. Comme la surface d'un trampoline, ce tissu uni est déformé et distendu par des objets lourds tels que les planètes et les étoiles. Et c'est cette déformation ou courbure de l'espace-temps qui crée ce que l'on ressent comme la gravité. Une planète comme la Terre est maintenant en orbite, non parce que le Soleil la contrôle et de façon instantanée s'en empare comme dans la théorie de Newton, mais simplement parce qu'elle suit les courbes du tissu spatial, courbes causées par la présence du Soleil. Alors, avec cette nouvelle compréhension de la gravité, nous allons rejouer notre fameuse catastrophe cosmique. Qu'arrive-t-il maintenant si le Soleil disparaît? La perturbation gravitationnelle qui en résulte va former une vague qui se propage à travers le tissu spatial de la même manière que des ondulations se propagent à la surface de l'eau quand on jette un galet dans une mare. Nous ne sentirions donc aucun changement dans notre orbite autour du Soleil jusqu'à ce que cette vague atteigne la Terre. De plus, Einstein calcule que ces ondulations de gravité voyagent exactement à la vitesse de la lumière. Ainsi, avec cette nouvelle approche, Einstein résout le conflit avec Newton de savoir à quelle vitesse la gravité se propage. Et plus important encore, Einstein va donner au monde une nouvelle image de ce qu'est réellement la force de gravitation. Ce sont des courbes et des distorsions dans le tissu même de l'espace et du temps. Il appelle cette nouvelle image de la gravité la relativité générale. Et en quelques années, Albert Einstein devient une célébrité. Einstein était comme une rockstar à l'époque. C'était sans doute une des personnalités les plus en vue du monde. Charlie Chaplin et lui régnaient sans partage sur les médias populaires. Mais malgré son extraordinaire réussite, le physicien n'est pas encore satisfait. Et il se fixe aussitôt un objectif plus élevé encore. L'unification de la nouvelle image de la gravité avec la seule autre force connue à cette époque, l'électromagnétisme. L'électromagnétisme est une force qui n'avait elle-même été unifiée que quelques décennies auparavant. Au milieu du 19e siècle, l'électricité et le magnétisme éveillent l'intérêt des scientifiques. Ces deux forces semblent liées par une curieuse relation, que les inventeurs, comme Samuel Morse, mettent à profit dans des dispositifs totalement nouveaux, tels que le télégraphe. Un signal électrique, envoyé à travers un fil télégraphique jusqu'à un aimant distant de plusieurs milliers de kilomètres, produit les points et les traits familiers de l'alphabet Morse, permettant ainsi de transmettre des messages d'un bout à l'autre du continent en une fraction de seconde. Le télégraphe fait sensation, même si le principe scientifique du système reste quelque peu mystérieux. Mais pour un physicien écossais,
du nom de James Clerk Maxwell, le lien entre électricité et magnétisme est tellement évident dans la nature qu'il réclame l'unification. Si vous vous êtes déjà trouvé au sommet d'une montagne pendant un orage, vous avez une petite idée de la relation étroite unissant l'électricité et le magnétisme. Quand un flux de particules chargées électriquement circule comme dans le phénomène de la foudre, il crée un champ magnétique, ce que vous pouvez vérifier avec un compas. Obsédé par cette relation, Maxwell veut parvenir à exprimer la connexion entre électricité et magnétisme en langage mathématique. Et il parvient à échafauder 4 équations mathématiques élégantes qui unifient l'électricité et le magnétisme en une force unique baptisée électromagnétisme. Tout comme Isaac Newton avant lui, Maxwell permet ainsi à la science de franchir une nouvelle étape vers le décryptage du code secret de l'univers. Ce qui était vraiment remarquable, c'était que ces différents phénomènes soient effectivement connectés. C'est encore un exemple de phénomènes divers issus d'un seul matériau, d'un seul principe fondateur. Environ 50 ans après que Maxwell a unifié l'électricité et le magnétisme, Einstein est convaincu que s'il parvient à unifier sa nouvelle théorie de la gravité avec l'électromagnétisme de Maxwell, il sera en mesure de formuler la fameuse équation maîtresse, celle qui peut tout décrire, l'univers tout entier. Einstein pense visiblement qu'il existe un mécanisme grandiose qui régit le fonctionnement de l'univers tout entier. Vous me demandez pourquoi il cherchait l'unification. Je crois que c'est tout simplement parce qu'Einstein fait partie de ces physiciens qui veulent connaître l'esprit de Dieu, voir le tableau dans son ensemble. Tel est aujourd'hui l'objectif de la théorie des cordes. Unifier notre compréhension de tout, depuis la naissance de l'univers jusqu'au tourbillon majestueux des galaxies, au sein d'une seule et même série de principes, une équation maîtresse. Newton a unifié les cieux et la terre avec la théorie de la gravité. Maxwell a unifié l'électricité et le magnétisme. Einstein en conclut donc que pour construire une théorie du tout, une théorie unique pouvant englober toutes les lois de l'univers, il ne lui reste plus qu'à fusionner sa nouvelle vision de la gravité avec l'électromagnétisme. Mais quand il commence à essayer d'unifier la gravité et l'électromagnétisme, il s'aperçoit que la différence d'intensité entre ces deux forces l'emporte sur leur similarité. Vous allez le voir tout de suite. On a tendance à penser que la gravité est une force très puissante. Après tout, c'est cette force qui, à cet instant, m'ancre solidement sur ce toit. Mais comparée à l'électromagnétisme, elle est en réalité terriblement faible. De fait, il existe un petit test qui nous le prouve. Imaginez que je doive sauter depuis le toit de cet immeuble assez haut. Ou plutôt non. Au lieu de l'imaginer, je vais le faire. Vous allez comprendre. Alors, bien sûr, j'aurais dû normalement m'écraser, mais la véritable question est de savoir qu'est-ce qui m'a empêché de traverser le trottoir et de descendre tout droit jusqu'au centre de la Terre. Eh bien, aussi curieux que cela puisse sembler, la réponse est l'électromagnétisme. Tout ce que nous voyons, de vous et moi jusqu'au trottoir, est constitué de petits éléments